Oui, bonjour à tous. Alors j'ai l'immense plaisir de vous signaler la parution en français du livre que voici qui s'appelle Le vol de Piatakov, la collaboration entre Trotsky et les nazis, des auteurs italiens Burgio, Leoni, Sidoli, dont j'ai assuré la traduction en français après un travail d'environ un an. Je n'irai pas par quatre chemins. Je suis éditeur depuis bientôt 17 ans. J'ai publié, avec mon collègue Edmond Janssen, 220 titres. Mais je considère que ce livre est le plus important de tous. Non pas qu'il concurrencerait des livres très profonds philosophiquement, qu'on aurait publiés, mais au sens où il est importantissime pour les conséquences politiques qu'il peut avoir. Alors, je ne suis pas idéaliste, je ne pense pas que les livres suffisent à changer le monde, mais ils peuvent parfois devenir une force matérielle. Et c'est le cas lorsqu'apparaît dans toute son ampleur l'étendue de la démonstration. Donc nous avons désormais toutes les preuves de la collaboration tactique entre Trotsky et les nazis. Et donc la scission en deux, pour faire vite, de la famille se revendiquant du communisme, de Lénine, de la révolution d'octobre, une scission au nom de Trotsky n'est plus justifiable, elle n'a plus lieu d'être. Donc tant mieux, pour une fois, d'avoir une occasion d'unification et non de division, c'est une bonne nouvelle. La fin de la scission de la quatrième internationale est une cause noble. Voilà. Elle n'implique pas de repeindre forcément en rose tout ce qui s'est fait dans la troisième, mais elle montre qu'au nom des principes léninistes, la figure de Trotsky ne peut plus servir de prétexte à une division. Alors certes, les auteurs italiens de ce présent livre prennent bien soin de montrer que Trotsky et une partie de ses partisans avaient conclu une alliance tactique. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vulgairement stipendiés par les fascistes, mais qu'il s'agissait effectivement donc d'une alliance euh, disons, avec cette idée de battre les nazis à long terme. En gros, on s'entend avec les nazis pour battre Staline et on battra les nazis après. Mais il n'empêche, c'était bien sûr inavouable et personne ne peut justifier cela politiquement, y compris a posteriori. Trotsky, d'ailleurs, le savait lui-même et il avait dit s'il était prouvé que Piatakov m'avait rendu visite, pour faire vite, Piatakov ne pouvait lui rendre visite qu'avec une logistique et l'accord des nazis, puisque le vol c'était un vol Berlin-Oslo. Donc Trotsky le savait, il avait dit s'il était prouvé que Piatakov m'avait rendu visite, ma position serait définitivement compromise. Et ça, c'était Trotsky essayant de se défendre, se justifier après le second procès de Moscou devant la commission Dewey censée l'absoudre. Voilà ce qu'il dit. J'ai déclaré plus d'une fois, oui je précise que les deux accusés du second procès de Moscou, les deux principaux accusés, qui étaient en fait les chefs de la conspiration trotskiste civile, hein, je ne parle pas des militaires, étaient Piatakov et Radek. Donc Trotsky en 1937, en avril 1937, déclare j'ai déclaré plus d'une fois et je le déclare encore que Piatakov comme Radek, durant les 9 dernières années, n'était pas mon ami, mais mon ennemi le plus acharné et traître, et qu'il n'était pas question de négociation et de rencontre entre nous. S'il était prouvé que Piatakov m'avait rendu visite, ma position serait gravement compromise. Or, voilà ce qui est, je pense que là tout le monde le voit à l'écran, voilà ce qui est sorti des archives Trotsky. C'est un reçu de lettres expédié en mars 1932, donc 4 ans avant, pas 9 ans avant, en mars 1932 par Trotsky à Karl Radek, son présumé ennemi acharné et traître, donc depuis 1929. Voilà, donc, quoi qu'on pense de la stature de Trotsky, quoi qu'on pense de la façon dont Staline a réprimé le mouvement trotskiste ou ceux qui l'estimaient tel, quoi qu'on pense même, je ne sais pas moi, de la théorie marxiste, quoi qu'on soit de gauche, de droite, apolitique, etc., le fait est qu'il est désormais incontestable que le contenu essentiel du second procès de Moscou, celui de janvier 1937, où cette collaboration a été dénoncée par l'accusation, eh bien ce contenu est corroboré par d'autres témoignages, d'autres sources, y compris des sources provenant de la défense, c'est-à-dire du camp trotskiste, du camp anti-stalinien lui-même. Alors, s'il ne s'était agi que de répéter sur un ton convaincu les conclusions des procès de Moscou, je n'aurais pas perdu mon temps, je n'aurais pas fait perdre le lecteur avec cela. Depuis le rapport Khrouchtchev de 1955, tout le monde sait que ces procès ont été révoqués
en doute, à tel point que le terme de procès de Moscou est devenu une expression pour parler de procès truqué. Pourtant, Khrouchtchev n'avait strictement apporté aucune preuve à ces réhabilitations, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est surtout dû au fait que les gens confondent les procès, qui n'ont concerné que quelques dizaines de personnes, lors de procès d'ailleurs publics, à part celui des militaires, et donc ils confondent les procès de Moscou et les purges. Donc, les purges qui ont suivi, non pas immédiatement, mais à partir de juillet 37 jusqu'à novembre 38. Donc ces purges qui sont déroulées dans des conditions évidemment beaucoup plus troubles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, stipuler comme le font les manuels d'histoire que les procès de Moscou sont une affabulation complète revient à dire que l'invasion nazie n'a été précédée d'aucun agissement subversif de la part des nazis. C'est pour le moins naïf, d'autant que rien, je dis bien rien, n'a permis d'établir, depuis l'ouverture des archives soviétiques après donc la chute de l'URSS, enfin, elle s'est faite petit à petit, que rien n'a permis d'établir que les procès avaient été téléguidés. Donc, il s'agit, comme vous le voyez, bon, d'un livre, d'un gros livre, hein, un livre épais qui fait près de 860 pages. Un gros livre précisément parce qu'il ne laisse personne sur le bas-côté, il réexplique toute l'histoire, il accumule toutes les preuves antérieures, il en trouve de nouvelles. S'il avait été effectivement plus petit, il n'aurait pu être lu que par des spécialistes, effectivement, qui connaissaient déjà un petit bout de la question. Là, c'est pas le cas, mais il convaincra aussi les spécialistes. Donc, il s'appuie premièrement sur des connaissances antérieures, notamment, donc, j'en ai parlé un peu précédemment, le fait que l'historiographie patentée, prenons par exemple le monde académique anglo-saxon, donc pour prendre un exemple hors de la Russie, des gens comme John Archibald Getty, comme Robert Thurston, avaient publié des ouvrages qui montraient que les dirigeants soviétiques, donc staliniens, n'avaient pas inventé une conspiration au moment des procès de Moscou et étaient persuadés qu'il se tramait quelque chose. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, qu'on n'a rien trouvé dans les archives qui permettait de dire qu'il y aurait eu un complot qui daterait, comme c'est l'opinion courante depuis la guerre froide, un complot qui daterait de l'assassinat de Kirov le 1er décembre 1934 et qui trouverait, disons, son premier dévoilement après le premier procès d'août 1936 et qui suivrait jusqu'aux grandes puches de juillet 37 à novembre 38. Donc voilà, ça c'est un premier point, il fallait résoudre ce paradoxe. S'ajoute ce qu'on a trouvé dans les archives Trotsky ouvertes en 1980. Donc Trotsky a été assassiné en 1940. Les archives Trotsky ont été ouvertes aux chercheurs en janvier 1980. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on a découvert? Premièrement, la preuve de la constitution d'un bloc, c'est-à-dire d'une alliance secrète entre trotskistes et zinovievistes, du moins jusqu'à 1932. Ce que Trotsky avait toujours nié. Et c'est ce qu'a découvert pourtant un chercheur trotskiste, sans doute d'ailleurs le meilleur de sa génération, à mon avis inégalé, qui s'appelait Pierre Brouet, et qui était, c'est tout à son honneur, davantage historien que militant, parce que je crois que ce qu'il a révélé dessert sa cause, mais ça, je ne sais pas s'il en a mesuré toutes les conséquences. Donc ça, on l'a découvert dans les archives Trotsky, mais on a aussi découvert justement le reçu de lettres à des gens, j'en ai parlé, je vous ai montré cette lettre de Radek, à des gens dont Trotsky disait qu'ils étaient des traîtres à sa cause, c'est d'ailleurs ce qu'on appelait les capitulars, c'était d'anciens trotskistes qui avaient rejoint le camp stalinien, donc y compris Piatakov jusqu'au plus haut sommet de l'État, alors qu'ils étaient en fait effectivement restés ou étaient redevenus des taupes trotskistes infiltrés au cœur de l'appareil d'État stalinien. Donc, des reçus de lettres, on en a trouvé, envoyés à Radek, Sokolnikov et Smirnov, bien que les archives Trotsky eussent été débarrassées de toute autre preuve type correspondance. On a purgé un certain nombre de traces, on a effacé un certain nombre de traces dans ces archives. Mais il est resté, et comme quoi justement des archives c'est toujours difficile à manipuler, il était resté des reçus de lettres. Et ça a été découvert en 1985 par John Archibald Getty. Tout cela était un peu connu, mais déjà essentiel. J'avais publié un livre qui s'appelle Les amalgames de Trotsky de Grover Furth, qui résumait déjà bien cela et apportait aussi des éléments nouveaux. Mais depuis, donc, avec ce livre, ces chercheurs italiens ont essayé de résoudre le gros de l'accusation, c'est-à-dire le vol de Piatakov. Alors, de quoi s'agit-il? Au second procès de Moscou, Piatakov, ancien trotskiste rallié au camp stalinien, est devenu entre-temps vice-commissaire politique, vice-ministre si vous voulez, à l'industrie lourde, donc poste essentiel évidemment pour l'époque.
reconnaît être une taupe trotskiste, avoir des contacts avec Trotsky alors en exil. Il l'aurait même donc rencontré près d'Oslo. À l'époque, Trotsky est en exil en Norvège. D'abord, vous le savez, depuis 1929, il a été en exil en Turquie, puis en France, puis en Norvège, et après ensuite au Mexique. Donc en 1935, fin décembre 1935, Trotsky est en Norvège, près d'Oslo, et Piatakov l'aurait rejoint avec un avion qui provenait de Berlin. Ce qui ne pouvait se faire, vu la nécessité d'obtenir un visa, qu'avec la complicité des autorités allemandes de l'époque, 1935, c'est-à-dire avec l'aide des nazis. Donc nos chercheurs ont retrouvé le compte-rendu des autorités de l'aéroport. On voit très clairement qu'il y a une tentative de falsification délibérée, des rapports contradictoires même avec les déclarations de ces autorités à la presse. On voit qu'il y a une tentative de dissimulation caractérisée. Et il donne effectivement toutes les codes d'archives. Ça a été retrouvé aussi grâce à l'aide d'un chercheur qui s'appelle Sven-Erik Holmström, qui avait résolu d'ailleurs une autre affaire, qui est celle du Bristol, de l'hôtel du Bristol. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça concerne le premier procès de Moscou. Donc nos chercheurs italiens analysent les lapsus de Trotsky lors de sa défense, les contradictions de Trotsky, lors du contre-interrogatoire de la commission Dewey en avril 1937. Donc cette commission a été là essentiellement montée dans le but de blanchir Trotsky des acclarations des procès de Moscou, enfin du premier et du second. Et moi je suis très heureux que des confrères, qui sont les confrères de Sileps et Page 2, aient publié une traduction en français pour la première fois. Ils ont mis du temps, enfin le camp trotskiste a mis du temps pour le faire, une traduction en français de ce document qui manquait, et ils l'ont visiblement fait puisqu'ils nous prennent à partie après la publication du livre de Grover Furr. Ils l'ont fait visiblement pour nous répondre. Ça s'appelle Trotsky n'est pas coupable. Bon, mais je suis ravi qu'il l'ait fait. Parce que de toute façon, il faut toujours publier, hein, tant mieux que les choses paraissent. Mais pour moi, c'est un document à charge, en fait, contre Trotsky. Là, au moment où Trotsky essaie de se défendre, il s'agit en fait d'un document à charge. On voit qu'il se forge un alibi en béton armé, pour nier le fait qu'il aurait pu rencontrer Piatakov à ce moment. Euh, mais simplement, c'est un alibi tardif qui a 10 jours de retard par rapport à la date évoquée lors du procès, alors qu'on le voit lors d'un lapsus, il montre parfaitement qu'il sait très bien quelle était la date visée, quelle était la date incriminée. Donc c'est un document tellement contradictoire qu'il en devient un document à charge. Et voilà encore une preuve de plus, provenant justement de sources indubitables, indépendantes effectivement de l'accusation des procès de Moscou. Donc, nos chercheurs italiens voient aussi, par exemple, ce que Pierre Brouet avait dit, mais en bas de page, en marge. Par exemple, il n'avait pas voulu aller plus loin que le fait de dire qu'il y a bien eu un bloc trotskiste-zinovieviste en 1932. Et pourtant, en fait, si on le lit bien, ils ont repris sa biographie de Trotsky. On lit bien, par exemple, dans une note de bas de page, destinée vraiment à un public d'avertis, il dit clairement que en 1936, en août 1936, on est un mois après le coup d'État de Franco en Espagne, Radek lance une sorte de défi à la direction stalinienne avec un article sur l'Espagne qui ne correspond pas du tout à l'analyse de la direction soviétique. Donc d'un seul coup, on ne comprend pas comment, mais Brouet donne l'information dans une note qu'il sait très bien que Radek n'était pas dans le camp stalinien en août 1936. Donc preuve que Brouet en savait sans doute beaucoup plus qu'il n'a bien voulu le dire. Et d'ailleurs, si vous avez moi, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette... comment dire. J'aimerais bien savoir tout ce qu'il a révélé est tellement essentiel, même si c'était pas décisif pour conclure ce que font les Italiens. Mais je trouve que c'est tellement essentiel que j'aimerais bien savoir ce qui a pu le passer par la tête. Voilà. Bon, donc on a bien compris, nos chercheurs remettent dans le contexte, s'appuient sur des documents trotskistes indéniables, et notamment le fait que Trotsky a bien écrit, ça je pense qu'on ne le sait pas assez, je pense qu'il faut partir de là même lorsqu'on parle de Trotsky. Il faut savoir que Trotsky en 1939 a écrit 4 articles, pas moins de 4 articles pour l'indépendance de l'Ukraine entre avril 1939 et septembre 1939, qu'il a même
pris à partie ceux de ses partisans qui considéraient que c'était une folie. Euh, pourquoi c'est scandaleux de prôner l'indépendance de l'Ukraine? Pas dans l'absolu, on le sait bien, dans le marxisme, il y a toujours un droit des nations à disposer d'eux-mêmes, mais en même temps, il n'y a pas non plus d'obligation de divorcer, hein, c'est un rapport dialectique, et puis surtout, effectivement, bon, quand des nations ne s'entendent plus, il faut pouvoir divorcer, mais tout cela doit être envisagé dans l'intérêt du mouvement ouvrier, du mouvement communiste international général. Donc il est évident que Trotsky n'avait jamais prôné auparavant l'indépendance de l'Ukraine, et subitement, il se met à le faire en 1939, c'est-à-dire au pire moment, au moment où Hitler a déjà mangé la Tchécoslovaquie, où il s'apprête à envahir la Pologne, il est dans ce qu'on appelle la poussée vers l'Est, le Drang nach Osten. C'est vraiment lui servir l'Ukraine sur un plateau. Comment interpréter ça autrement que le fait que Trotsky lance sans doute un clin d'œil aux autorités nazies pour dire qu'il a toujours quelque chose à négocier, qu'il a toujours que malgré le fait que la plupart de ses partisans ont été démasqués lors des procès de Moscou, il a toujours quelque chose dans sa poche. Et il faut savoir qu'au second procès de Moscou, janvier 1937, Piatakov avait dit, vous allez voir, Trotsky va bientôt prôner l'indépendance de l'Ukraine. Ce n'était pas le cas encore en janvier 1937. Donc nos chercheurs italiens résolvent ce qu'on appelle le cas Holberg, hein, Valentin Holberg, qui était venu avec un passeport sud-américain fourni par les nazis, un passeport du Honduras fourni par les nazis, et dans le but d'assassiner Staline. Alors les trotskistes n'ont jamais pu nier ce fait-là. En revanche, ils ont toujours dit que Holberg était un agent de Staline. C'est très difficile à admettre quand on voit le nombre de lettres écrites par Holberg à Léon Sedov, le fils de Trotsky, et Trotsky lui-même. Donc les chercheurs italiens font le point sur l'affaire du Biristol, nous en reparlerons, sur le dossier du FBI sur Trotsky au moment du Mexique, au moment où Trotsky se fait informateur pour les services secrets des États-Unis, et où il dénonce des militants communistes, des militants pro-soviétiques. Donc il rappelle que Trotsky a pu, ça on le sait peu, pourtant c'est évident, mais bénéficier d'un visa, d'un sauf-conduit de l'Italie fasciste pour faire escale à Pompéi. Euh, alors, tous ces documents s'accumulent, effectivement, au bout d'un moment, on a une transformation de la quantité en qualité, et bon, ça emporte l'adhésion. Euh, la communauté, la mouvance trotskiste a été très discrète suite à l'édition italienne, mais il y a quand même une réponse importante parce qu'elle est venue de Marco Ferrando, qu'on pourrait qualifier d'Olivier Besancenot local, hein, c'est plus un dirigeant politique. Alors, c'est intéressant parce que il n'ose pas s'aventurer sur des documents qui me semblent pourtant essentiels, qui sont celui de l'Ukraine, l'attitude de Trotsky vis-à-vis de l'Ukraine. Là, il n'y a vraiment rien à dire. D'ailleurs, je pense que si vous argumentez sur cette question, il faut commencer par là. Il faut demander aux trotskistes d'expliquer comment ils expliquent ça. Euh, mais donc, malgré bon, le ton vraiment peu amène, évidemment, de cet article, je trouve ça quand même intéressant déjà de rentrer en discussion. Moi, je ne demande qu'à débattre, hein, personnellement. Marco Ferrando, ce sont des événements qui ont quand même plus de 80 ans. Hein, tout le monde tout le monde est décédé. Il s'agit pas de, il y a pas mort d'homme. Il s'agit simplement, effectivement, de refaire l'histoire, de rejuger en fait d'une certaine manière l'histoire, de voir bon, bah, ce qui s'est passé réellement, hein, c'est ni plus ni moins. Et je pense qu'effectivement l'enjeu c'est est-ce qu'on peut effectivement réunifier la famille léniniste au-delà de tout culte de la personnalité. Je crois que ça en vaut la peine. Bon, donc c'est pour ça que je trouve de toute façon au moins un peu courageux d'avoir essayé de répondre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il se met le doigt dans l'œil, parce que Marco Ferrando, bon, bah, sa solution, c'est de nier la plupart des faits, de nier la plupart des preuves. Alors il va vous dire, bon, bah, il y a la possibilité d'une manipulation des sources, manipulation des archives, et il dit, il est vrai que le NKVD avait mis la main sur les archives de Trotsky à Paris. C'est vrai. C'est vrai, une partie des archives de Trotsky était tombée dans la main du NKVD, qui avait notamment la preuve de sa correspondance et de ses liens avec André Ounine, donc du POUM, hein, ça pour la guerre d'Espagne. Mais alors ça n'a été absolument pas excipé lors des procès de Moscou. Les autorités soviétiques ne se sont pas servis des archives Trotsky. Donc là c'est hors sujet parce que ce dont on parle, pour reprendre cet exemple de cette lettre à Radek, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Radek a dit au procès de Moscou, de son témoignage, euh,
j'ai reçu au printemps 1932 une lettre de Trotsky. Trotsky a dit à la commission Dewey, je considère Radek comme un traître, je ne pouvais pas avoir la moindre relation avec lui, et s'il était prouvé que Piatakov m'avait rendu visite, ma position serait intenable. Bon, et donc, dans les archives Trotsky, conservées par le camp trotskiste, par Trotsky lui-même, jusqu'à effectivement son assassinat en août 1940, ces archives ont été déposées à l'université Harvard, aux États-Unis, et personne n'a pu rentrer dans ces archives en 40 ans, à part deux personnes, qui sont Isaac Deutscher, historien bien connu, auteur d'une monumentale biographie de Trotsky, que je trouve inférieure à celle de Brouet, mais qui effectivement est la seconde à lire après celle-ci, dans le camp trotskiste, et Jean von Egenhorst, qui était on pourrait qualifier c'était l'un des secrétaires de Trotsky. Donc à part ces deux personnes, personne n'était rentré dans les archives. Donc effectivement, ce sont certainement l'une de ces deux personnes, voire les deux, qui ont fait disparaître la correspondance, une bonne partie de la correspondance, mais qui ont oublié de faire disparaître le reçu de ces envois de lettres, et notamment, donc voilà, cette lettre, ce reçu d'un envoi d'une lettre à Karl Radek en mars 1932. Voilà, cette lettre évoquée lors des procès de Moscou, ils ne pouvaient pas l'inventer, ils n'ont donné aucun document à l'époque pour dire qu'elle existait, et bien on en a la preuve provenant d'une source indubitable, les archives Trotsky, en 1980, enfin 1985, parce que c'est en 1985 qu'on s'en est rendu compte. À l'évidence, c'était fourmi dans une note de bas de page, un article universitaire complètement confidentiel. Donc c'est bien pour ça que ça provient, j'allais dire, d'une version de l'historiographie qu'on pourrait qualifier de bourgeoise, mais elle n'est pas simplement bourgeoise par comment dire, par l'opinion qu'elle émet sur l'histoire, mais surtout aussi par rapport à un certain nombre de frilosités. Je veux dire, n'ayons pas peur de mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que Trotsky envoie une lettre à Radek en 1932? Et ben, ça corrobore le procès de Moscou, disons-le très clairement. Et si en plus on retrouve le rapport des autorités aéroportuaires d'Oslo sur Piatakov, on voit très clairement la volonté de mentir, parce que d'abord un journal de droite norvégien avait dit qu'il ne pouvait pas y avoir de vol en hiver, ce qui était totalement faux. Après ils ont commencé à jouer sur le mot en disant avion venu de l'étranger, ils se sont emmêlés les pinceaux, et on voit qu'ils ont essayé de noyer le manque d'informations, le fait qu'en fait il y avait bien un avion qui s'était posé venu de l'étranger en décembre, et ils ont essayé de noyer ça sous une tonne d'informations complètement non pertinentes et en masquant les horaires. Donc voilà, ça c'était la réponse de Marco Ferrando. Au moins je trouve intéressant qu'il ait tenté de nier ses sources archivistiques, mais simplement il a confondu deux sources d'archives, hein, donc tant pis pour lui. L'autre réponse classique, le camp trotskiste invoque souvent le pacte germano-soviétique, mais là c'est pas comparable, je m'excuse. Le pacte germano-soviétique, c'est un État qui en bloc décide de faire une concession tactique vu le rapport de force pour gagner du temps. Ce n'est pas, comme a fait Trotsky, jouer sur la disparition d'un État avec des citoyens de cet État, qui plus est s'appuyer sur le pire adversaire du communisme, c'est-à-dire le fascisme, pour tenter de renverser la direction stalinienne, comme Trotsky a voulu faire. Là, c'était purement, et Trotsky le savait très bien, ma situation serait compromise, dit-il, c'était purement de la trahison, même si dans la tête de Trotsky, l'URSS ne pouvait que perdre. Bon, on voit bien en plus l'histoire lui a opposé un démenti cinglant. Donc l'URSS, sous la direction Staline, ne pouvait que perdre. Et l'idée était de façon de rentrer dans le jeu et vraisemblablement, étant donné que l'URSS pouvait être vaincue par l'Allemagne nazie, mais difficilement occupée dans toute l'étendue de son territoire, étant donné que l'Allemagne nazie se s'est retrouvée en confrontation impérialiste avec les États-Unis un jour ou l'autre. L'idée, d'après Trotsky, vraisemblablement est de jouer sur le fait qu'il aurait pu jouer une carte sur une partie du territoire soviétique. Voilà, c'est la version alliance tactique. Donc ça n'est pas exactement la version des procès de Moscou qui dit vous êtes des crapules voués au fascisme. Donc de ce point de vue-là, il y a même, contrairement à ce qu'on croit, les procès de Moscou montrent une contradiction entre l'accusation et la défense.
les défenseurs, ceux qui sont dans la défense comme Piatakov et Radek, essaient de sauver au moins leur honneur en disant non, l'idée était nous avons eu tort, nous nous sommes fait manipuler. D'ailleurs, le fait est même que Piatakov ait voulu rencontrer Trotsky montre que c'est justement au moment où Trotsky passe à un nouveau plan, quand on entérine l'alliance avec les nazis, c'est à ce moment-là que Piatakov émet la nécessité de rencontrer Trotsky pour au moins en discuter. Donc c'est pour ça qu'il prend des risques énormes, justement, parce que ça passait effectivement pas si bien que ça, et Trotsky les a mis devant le fait accompli. Bon, le fait est que entre décembre 1935 et le moment de l'arrestation de Piatakov en septembre 1936, ils n'ont absolument pas dénoncé ce fait-là. Donc ils l'ont entériné eux-mêmes. Hein. Piatakov et Radek ont entériné cela. Donc la grosse différence, effectivement, c'est que c'est sans doute pas l'ensemble du mouvement trotskiste qui était au courant de ça. Donc ce qui effectivement jette quand même effectivement, ça ne résout pas le problème des grandes purges. Donc les auteurs italiens disent que la direction stalinienne est responsable de l'ensemble des grandes purges. Moi-même, je dirais qu'il faut exciper aussi du phénomène Yezhov. C'est pour ça qu'on avait publié le livre de Groverfur qui s'appelle Yezhov contre Staline. Il faut aussi, dans les grandes purges, il faut tenir compte aussi du facteur Yezhov, c'est-à-dire une conspiration à l'intérieur même des grandes purges. Mais ça change pas grand-chose au fait qu'effectivement, c'est sans doute pas l'ensemble du mouvement trotskiste qui était au courant de ces manœuvres. Il n'empêche que Trotsky a bien fait ce pacte avec le diable, c'est-à-dire a voulu revenir au pouvoir par tous les moyens. Donc par tous les moyens, y compris les plus infâmes en fait. Donc, et il est certainement, quels que soient ses mérites théoriques, sa stature politico-militaire, on n'oublie pas le rôle qu'il a joué avec l'armée rouge, etc., mais quelle que soit sa stature, ce n'est pas un dirigeant autour duquel on peut désormais agréger un certain nombre de partis, une internationale. Donc on pourra toujours se cacher derrière son petit doigt, il n'empêche que les faits sont là. Donc je vous demande de lire ce livre, pas de le juger uniquement sur des on-dit, sur cette vidéo, sur quoi que ce soit. Et je vous demande aussi, si vous êtes marxiste, une adhésion militante à la cause de ce livre. Je crois que c'est la première fois que je demande ça. Ensemble, nous pouvons donc réunifier le mouvement communiste international, par-delà les hypothèques, par-delà les malentendus, par-delà tous les cultes de la personnalité, quel qu'il soit. Moi, je crois qu'il faut être le plus rationnel possible. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire, il n'y a aucun fanatisme aveugle aux éditions Delga en règle générale, hein, et certainement pas de ma part. Je pense que la différence avec mes contemporains, entre mes contemporains et moi, c'est que je ne me contente pas d'admettre que le fascisme a été arrêté à Stalingrad. Ça, je crois que tout le monde est d'accord sur ce constat, indépendamment des jugements de valeur. Mais pour moi, le fascisme a été arrêté bien avant, et dans la préparation de la guerre, et y compris dans le fait de déjouer un certain nombre de complots au procès de Moscou, complots civils et militaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je reviendrai plus tard sur le sujet qui est immense. Il y a énormément de choses aussi à évoquer. Donc, je vous dis, si vous avez un intérêt pour les idées marxistes, commentez le livre, faites-le lire autour de vous. Voilà, l'adresse pour le commander s'affiche sur vos écrans. Faites tourner cette vidéo. Là, je fais cette vidéo le 9 septembre 2021, donc dès demain je serai à la fête de l'UMA 2021 à mon stand. Il est possible qu'on interdise ce livre, il est possible qu'on m'interdise de le vendre, tellement il constitue un scandale, mais je le dis, on n'arrêtera pas la vérité. Et bon, un mot pour conclure, les conclusions sont renversantes. Hein. Les esprits peuvent s'échauffer. Moi, personnellement, je n'ai jamais été fanatique. Il m'est arrivé de publier des trotskistes quand ils avaient des choses intéressantes à dire. C'est pas, je ne mange pas des trotskistes au petit déjeuner. Je ne suis pas dans la caricature. Mais simplement, bon, donc je voulais dire que tout acte, tout ce que je cherche, c'est du débat, mais tout acte de violence, je le dis particulièrement à l'attention des jeunes, ne peuvent que nuire à cette noble cause de reconstitution de l'unité léniniste révolutionnaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est, pour un trotskiste, ces déclarations sont une insulte. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des trotskistes qui consciemment sont au courant de ça. Je pense que ce sont des gens qui sont dans le déni. Ils sont dans le déni de la collaboration tactique entre Trotsky et les nazis. Ou alors ce sont des gens très très originaux, mais qui de toute façon ne pourraient pas avoir une audience sur ces bases, une audience auprès des masses.
Donc le déni, ce déni-là ne peut se combattre que par la vérité, et la vérité qui est, comme disait Lénine, toujours révolutionnaire. Mais pour ça, faut-il en comprendre les articulations, et donc il faut lire ce livre patiemment. Donc vous m'avez compris, je vous demande de faire un effort, encore un effort, si vous voulez réunifier la classe ouvrière révolutionnaire, avec ce livre qui est, je le répète, le plus important qu'on ait fait paraître quant à ses conséquences politiques jusqu'à présent. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.